L'âme du football soviétique existe-t-elle toujours au sein des pays de l'ex-URSS aujourd'hui? Si oui, sous quelle forme? Sinon, pourquoi? C'est ce que nous allons essayer de voir dans l'émission du jour après avoir présenté les particularités du football chez les Rouges d'autrefois. Un podcast spécial Lev Yashin, Andrei Shevchenko et Joseph Staline. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et avec moi dans ce podcast, j'ai Gilles Christ. Salut à tous. Quelle intro. Damaz. Bonsoir à tous, magnifique. Et Johan. Zdravствуйте. Eh oui, Johan, dont le russe n'a plus aucun secret, comme on a pu déjà l'entendre dans les précédents podcasts. Hein. Tu commences à être spécialiste du football russe, hein, Johan. N'allons pas jusque-là, mais... L'héritage paternel. Oui, N'allons pas jusque-là. Non, mais pourquoi il dit ça, Gilles Christ? Parce que concrètement, le football soviétique est celui de nos parents, bien plus que le nôtre, et notamment celui de ton père, Johan. Celui des parents, de tous les parents congolais. Parce qu'à l'époque, le Congo Brazzaville était communiste, donc il y avait pas mal d'étudiants justement qui allaient en URSS, notamment pour les études scientifiques à ce niveau-là. Donc d'où mon appartenance, une toute petite appartenance à l'URSS, on va dire ça comme ça. Que je partage également avec Johan, pas directement par mon père, mais les grands frères de mon père, certains d'entre eux, notamment un a fait ses études en ex-URSS. Et mon père aurait pu en faire, mais il a refusé. C'est juste que il avait une autre opportunité aux États-Unis. Après, il a choisi le capitalisme. Moi, je vous expliquerai hors antenne. Le choix du capitalisme que ton oncle, je crois, Damas n'a pas fait. Hein. Ah non, absolument pas. Il écrit l'alphabet cyrillique, tranquille. Il parle tranquille le cyrillique, tout va bien pour lui. Papa Alain Ambiero, que je salue depuis Athènes. Et oui, c'est vrai qu'il est à Athènes actuellement, il parle grec. Bon, enfin bref, ça, moi, je préfère ne pas entrer dans ce sujet. C'est Samuel, ton daron, quoi. Tout va bien. Non, c'est mon oncle en plus. Alain Ambiero Jojo, hein, donc son nom. Et en effet, moi, alors moi-même à titre personnel, j'ai une grande sensibilité au monde soviétique, par Drago, le gros Kika, très cher auditeur et auditrice. Oui. Voilà, ça, c'est un truc qui est incontournable. Et puis, Andriy Shevchenko, qui a clairement été mon héros de l'Est de mon enfance. Et surtout, à l'école, Joseph Staline, un tortionnaire, Beria, des Géorgiens au pouvoir. On va en parler. Non, mais quand il a fallu présenter le football à Joseph Staline, on a organisé, il n'a pas voulu se déplacer, on a construit un terrain comme ça à la va-vite devant le palais, et il a dit « Ouais, ça va !» Et c'est comme ça que le football a été accepté en URSS, parce que... Incroyable. C'est les Anglais l'avaient apporté, c'est toujours les Anglais qui l'apportent, hein, le football toujours. À la fin du 19e siècle, via les marins et autres ingénieurs expatriés. Il se déploie doucement, mais émerge concrètement dans les années 1920, à la fin de la Révolution russe. Le football, à ce moment-là, c'est un football de syndicalistes, d'organismes d'État. Damas, à ce moment-là que la plupart des clubs russes que nous connaissons naissent. En effet, les clubs russes commencent à naître à cette époque-là, après Révolution, après la guerre civile. Cependant, il n'est pas encore nationalisé. Ce sont les grandes villes russes, surtout, hein, qui commencent un peu à émerger avec plusieurs quartiers dans lesquels s'affrontent plusieurs clubs de la même ville. Saint-Pétersbourg, qui était donc sous l'Empire russe, qui est devenu après Petrograd. À Moscou, bien entendu, avec plusieurs clubs. Et l'émergence, bien entendu, de noms qu'on retrouve encore aujourd'hui, avec le Spartak Moscou, le CSKA Moscou, le club de l'armée rouge, le Lokomotiv Moscou, les clubs des cheminots, surtout, et bien entendu le Dynamo Moscou, et qui plus tard, avec un autre Dynamo qui va donc se manifester dans d'autres républiques soviétiques socialistes, à Kiev et à Tbilissi en Géorgie. Non, on aura l'occasion de parler du Dynamo Kiev. Hein. C'est un sport aussi que le parti va utiliser dans sa propagande, Gilles Christ. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende autour de ce match de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale, Gilles Christ. Oui, effectivement, on va dire une fausse légende, hein, sur ce match-là, où on a justement donc Sylvester Stallone a fait un film, oui, encore autour de ça justement. Où il y avait le roi Pelé aussi dans ce film. Oui, Beckenbauer aussi. Beckenbauer, oui, où il y avait, on va dire, toutes les grandes stars de l'époque, mais sur un match où la légende disait que il y avait un match entre des prisonniers ukrainiens contre des soldats allemands, et que si les prisonniers ukrainiens gagnaient ce match, ils allaient se faire fusiller. Et après, justement, donc dans l'orgueil a fait que les Ukrainiens ont gagné 5-3 et qu'ils auraient été fusillés.
Le match a existé, Ouais. Pardon. Ouais. mais la légende a été fausse puisque il y avait même des survivants donc de ce match-là qui ont parlé bien des années après parce que en fait ça devait servir une propagande pour Moscou par rapport à ça et en fait on a fait taire ces gens-là pendant un bon nombre d'années. En tout cas, voilà, on voit que dans le football au niveau soviétique, il y a vraiment cette dimension politique et Ah cette oui, dimension de propagande qui est assez importante comme incontournable. Incontournable. comme dans tout le long du XXe siècle qu'on va Ah vivre ouais, avec clairement. nos amis Oh, du rideau de fer du côté est. Non, mais justement, c'est important que tu dis ça parce que c'est ce dont on va parler maintenant. Parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on entre aussi donc en période de guerre froide où l'image que l'on dégage est extrêmement importante et on se rend compte que peut-être le football est contraire aux valeurs soviétiques. Alors vous avez le football qui devient télévisé, les footballeurs deviennent des stars et dans un monde où l'on promeut le stakhanovisme, le footballeur devient un des symboles des dérives capitalistes d'Amaz. Celui qui est à incroyable. la star et qui gagne trop d'argent. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que tout ce qui est popularisé, tout ce qui est démocratisé est littéralement détruit par le Politburo. C'est exceptionnel. Alors, il y a les frères, comment on appelle ça déjà? Starosti? Oui, c'est les quatre frères, oui. Les 4 frères Starosti qui vont donc, eux, être concrètement les concepteurs du monde football en URSS, vont donc être aussi les initiateurs de la création du championnat du RSS, hein, bien entendu. Et qui vont eux prendre le leadership du Spartak Moscou. Alors par rapport au parti, il faut quand même mentionner ce point important, c'est que le Spartak Moscou commence à remporter les premiers titres du championnat donc du RSS et c'était très mal vu de la part du Politburo par rapport à Beria. Et Beria, qui était donc le numéro 2, qui était donc le chef de la NKVD à l'époque sous Staline bien entendu, La police politique hein, la du police régime. politique. J'ai dit police scientifique, n'importe quoi. La... Oh, il Excusez-moi. l'était aussi un peu. Ouais, Oh, c'est un petit possible peu, d'une aussi. certaine manière, C'est oui. possible. En tout cas, la C'est une espèce de NKVD. petite milice. C'est une petite espèce Ah, de mais petite c'est milice. une petite, c'est une grosse milice qui détruit des gens, qui tue des gens. Ah, Ouais. mais soyons clairs. Et Comme la par rapport à ses sécurité frères, en Roumanie, tout ça, c'est pareil. Hein. mais ils vont être envoyés au goulag, papa. Les frères là, ils vont être au goulag. Hein. Ils vont aller au goulag direct parce qu'en 42, le Spartak Moscou va l'emporter face, je crois que c'est même le Dynamo, le Dynamo Moscou de Beria. Il sera pas content. Et ben, il va les envoyer en 42 au goulag. Par contre, pour conserver une bonne image par rapport en effet à la population qui commence clairement à s'intéresser, au football, eh ben, d'un coup, on va commencer à instrumentaliser les clubs comme étant une bonne image là-dessus, avec bien entendu le joueur fort. Mais c'est vraiment incroyable. Hein. Il y a des reportages par rapport à la propagande, mais à l'instrumentalisation de l'humain. Tout est au service du pouvoir en place. C'est Et incroyable. c'est incroyable, Mais- surtout, il faut pas que ça sorte de ce cadre-là, parce qu'il y a un Jamais. joueur qui s'appelle Edouard Streltsov, qui est un anticommuniste convaincu. Oui. On parle d'un joueur qui est encore plus fort que la Viachine à la fin des années 50. Il va finir au goulag. Il va Au faire goulag. des années de goulag. Pourquoi? Parce qu'il a refusé déjà d'épouser la fille de Nikita Khrouchtchev. Donc ça veut dire qu'il a refusé d'épouser la fille du numéro 1. Oui, Et il a complètement disparu des radars entre 58 et 1966. On découvrira par la suite qu'il y a eu un complot du KGB pour le mettre C'est justement ça. dans ces situations-là. Et il est revenu au football par la suite, Johan. C'est vraiment une histoire incroyable, ce Ouais, monsieur. c'est ça. Il a été accusé de viol. Il a Oui. été accusé de viol avec deux de ses compagnons. Et pour le coup, oui, donc il a été mis au goulag et c'était vraiment un super buteur des années 60. Hein. C'était vraiment l'une des stars du championnat russe. Il jouait au Torpedo Moscou. Et voilà, il y a il y a toute cette ambiance en fait. On va dire dictatoriale quand même que subit Streltsov. Et malheureusement, justement, il est pris par ce complot, justement, qui l'envoie en prison. Et malheureusement pour lui, il ne participera pas, justement, à l'un des plus grands succès du football russe. On y reviendra juste après de ce succès, mais une dernière petite image, un autre domaine. Soviétique, autant pour moi. Soviétique, plutôt. Autre domaine, Gilles Christ, qui fait tâche, c'est la violence dans les stades. Des violences animées, notamment par des affirmations d'identité qui sont contraires à l'image d'unité que le régime veut se donner. Jouer à Kiev, jouer à Erevan, c'est très compliqué. Hein. Oui, c'est pas forcément évident parce que c'est vrai qu'il y a une unité de nation qu'il faut avoir, notamment en tant que URSS, notamment sur l'aspect voilà donc des républiques socialistes soviétiques qu'il faut avoir. Après, c'est vrai que les terrains, les stades de foot sont aussi l'expression de différentes façons d'exprimer peut-être une autre identité, une identité un peu plus nationaliste.
Effectivement. Donc du coup, il y a donc la violence, la répression qui peut voilà qui sévit aussi à ce niveau-là. Et par rapport à ça, c'est vrai que l'œil du pouvoir en place est toujours pas très loin pour pouvoir surveiller ça, pour ne pas dire mater tout ça. Mais le football, c'est avant tout un motif de fierté nationale, justement en pleine guerre froide. Vous avez Staline qui rejoint le CIO en 1952. Les résultats des athlètes olympiques sont impressionnants jusqu'au dans les années 80 d'Amazon. Impressionnant, sans compter que ça commence déjà avec les Jeux d'Helsinki en 52 déjà, et on impose déjà une espèce de rideau de fer en plein village olympique. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que les athlètes d'Europe de l'Est sous l'URSS, allez hop, séparés avec le reste du monde. Donc Ouais. avec l'Europe et les États-Unis, bien entendu. Mais c'est pour vous dire à tel point que cette ère de guerre froide qui se répercute même dans le monde du sport, et on conserve cette image quand on peut s'exprimer dans une sphère dans laquelle où c'est censé rassembler les gens, parce que le sport est un moteur d'unification, c'est évident. Mais là, par contre, les Jeux d'Helsinki, eh ben, ça va clairement, encore une fois, l'URSS va montrer son niveau, et on va aller 4 ans plus tard avec les Jeux de Melbourne, remportés par l'URSS. À Melbourne, qui sera vraiment une victoire très marquante, surtout quand on sait que l'URSS est vue comme étant et surtout diabolisée de la part des autres peuples Ah oui. occidentaux, soyons clairs. Donc cette Ah victoire en 56 va être extrêmement marquante, notamment pour un monsieur qu'on va revenir à mon avis, Lavyachin. Ah oui, oui, on va beaucoup en parler, hein, notamment un peu plus tard dans cet épisode. Mais c'est vrai que je t'entendais acquiescer, Johan. Comme un symbole, l'URSS est le premier champion d'Europe des nations en 1960. Une victoire qui a aussi permise par des équipes qui ont refusé de jouer contre cette équipe qui, politiquement, était le contraire de ce qu'ils voulaient représenter. Exactement. Donc voilà, vous avez des équipes qui appartiennent à on va dire, à la mouvance capitaliste de cette du monde actuel. Et du coup, pour le coup, il y a des pays qui refusent justement de participer, parmi lesquels la RFA, l'Italie, l'Angleterre. Euh, voilà, il y a aussi l'Espagne sous les dictatures de Franco L'Espagne, ouais. qui ne veut pas se rendre justement en Union soviétique pour jouer ce match. Donc c'est assez particulier, mais après voilà, il faut comprendre aussi la période qui est celle que vit toutes ces nations-là minées par la guerre froide. Donc c'est vraiment une guerre idéologique en fait, une guerre idéologique qui malheureusement donne lieu à parfois certaines injustices de la part de d'autres pays, parce que moi je considère justement cette volonté de boycotter comme étant une injustice. Il y a le championnat d'Europe, mais il y a aussi par exemple pour la Coupe du Monde, pour une Coupe du Monde qui va suivre un petit peu plus tard, ou le Chili Ouais. qui est parti, enfin le Chili qui a été pris au pouvoir par Pinochet Bien sûr. suite à l'assassinat moi je considère ça comme un assassinat, c'est pas politique, mais bon, de Salvador Allende. Donc voilà, l'URSS refuse justement de participer à ce match d'appui face au Chili. Donc c'est assez compliqué malheureusement avec tout ce problème de guerre froide. Ouais. C'est triste triste entre guillemets, parce que l'URSS, à côté de ça, j'ai triste, c'est vraiment des résultats. Que ce soit l'équipe de football aux Jeux Olympiques, que ce soit le Dynamo Kiev dans les années 70, dans les années 80, qui gagne des titres importants en Coupe d'Europe, le Dynamo Tbilissi aussi. C'est-à-dire que les Soviétiques, à ce moment-là, footballistiquement parlant, ce sont des joueurs qui sont présents à des moments très très importants de haut niveau et ils répondent présents. Ils répondent présent. Après, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas occulter, c'est que les sportifs soviétiques sont considérés comme amateurs et donc ont la possibilité d'aller aux Jeux Olympiques et ont une longueur d'avance, on va dire, sur les équipes. On en a parlé dans un épisode de la deuxième saison Oui. Tout sur à les fait. équipes voilà donc JO. sur les JO où ce sont des joueurs amateurs qui y vont de l'autre côté, alors qu'on va dire que ces joueurs sont quasiment professionnalisés en Europe de l'Est. Donc des résultats qui sont assez probants, donc c'est-à-dire champion, donc le vainqueur du premier Euro 1960, finaliste en 64, finaliste en 72. Le Dynamo Kiev qui gagne la première coupe des coupes. Donc il y a également le Dynamo Tbilissi. Enfin, la première coupe des coupes du Dynamo Kiev, c'est allé en 75, 75, ouais. si je ne m'abuse. C'est ça. Il y a aussi donc toute cette imagerie autour aussi donc de la légende de l'épopée des Verts, puisque quand Saint-Étienne Oui. l'emporte contre le Dynamo Kiev, c'est un moment historique quand même de Ah l'histoire oui. des coupes d'Europe, parce que les soviétiques étaient favoris de cette rencontre et ça a été quand même un match qui était incroyable et qui est rentré dans l'imagerie populaire, notamment pour la France, pour développer
un certain attrait pour le football, c'est dire aussi également le mastodonte qui était les équipes soviétiques à ce moment-là dans ce type de compétition. Voilà, mais après voilà, c'est vrai qu'on est sur un fond voilà donc de politique. Excusez-moi de dire les termes, mais de cette merde en fait justement qui ne permet pas d'exprimer clairement la quintessence de ce football-là. On va dire au plus haut niveau, et c'est dommage que il n'ait pas eu la possibilité d'avoir, on va dire, davantage de manœuvres pour pouvoir l'exprimer et peut-être montrer, notamment sur des compétitions importantes comme les Coupes du Monde, que c'était possible de le faire, notamment dans les années 70 où les soviétiques sont, je vais pas dire KO, mais voilà, ils sont rentrés un petit peu dans le rang. Non, mais s'il fallait retenir un nom pour montrer à quel point l'URSS, en tant qu'entité, était une nation de football, je dirais Damas Valéry Lobanovsky. Absolument. Valéry Lobanovsky qui sera, concrètement, on l'appelle le scientifique. On l'appelle le scientifique pourquoi? Parce qu'il va mettre en place un système de jeu qui sera reconnu de tous. Alors, c'est important de mentionner qu'il est ukrainien, et c'est bien de dire qu'il soit ukrainien parce qu'il y a trois nations majeures qui émergent footballistiquement parlant en URSS. Il y a bien entendu la Russie et sa prédominance par rapport aux joueurs sélectionnés. Il y a la Géorgie aussi qui va commencer à s'affirmer au cours des années 60, le Dynamo Tbilissi, vous l'avez bien dit, et bien entendu l'Ukraine. Alors par rapport à l'Ukraine, ce qu'il faut mentionner, c'est que les deux titres que remporte l'Ukraine, que remporte l'URSS, pardon, ben c'est déjà les deux premières nations. C'est 1, 2, 3. Je vais recommencer. Les trois titres URSS que gagnent les clubs d'URSS sur les coupes d'Europe viennent pour 2 d'Ukraine avec le Dynamo Kiev 75 et 86, mais 81 aussi avec le Dynamo Tbilissi. C'est quand même exceptionnel justement de voir des nations qui ne sont pas russes surtout l'emporter. Et par rapport à cette victoire de 86 est très probante parce que en 86 c'est concrètement le Dynamo Kiev qui est en ligne de compte, mais surtout c'est la manière avec laquelle ils ont remporté cette victoire. À Lyon, oui, la finale. À Lyon, mais 3-0, mais un 3-0 implacable. Exceptionnel. Oh, mais même je pense même qu'il y a des personnes de l'Atlético qui ont même applaudi, toute l'Europe a applaudi ce football ukrainien. Là, je pense que là, Johan, je t'ai lancé par rapport à cette rencontre. Alors, les joueurs majeurs, quand même à dire, avant que je vous laisse la parole, messieurs, Oleg Blokin, qui arrive à la fin de sa carrière, qui est bien entendu Ballon d'Or en 75, il faut pas l'oublier. Effectivement, qui a gagné la première coupe des coupes, ouais. Qui a gagné la première coupe des coupes, bien entendu, mais surtout, Belanov, et Zavarov qui arrive après derrière pour cette génération ukrainienne exceptionnelle. Ce que je voulais ajouter concernant le Dynamo Kiev et cette finale face à l'Atlético Madrid, les Espagnols et les observateurs du football en général ont été surpris, mais limite dépassés par la qualité de déplacement des joueurs en fait. Vraiment. Par rapport à ça, ils étaient complètement KO les Espagnols. Et on a vu, il y a des buts, notamment, il me semble que c'est le deuxième but de cette finale-là, qui est un but qui est considéré vraiment comme anthologique, comme l'un des plus beaux buts de l'histoire du Dynamo Kiev. C'est que vraiment, il y a un esprit collectif qui est monstrueux. Et l'Atlético Madrid, qui était une très grosse équipe à l'époque, l'Atlético Madrid, c'est, si je me trompe pas, l'Atlético de Luis Aragonés, paix à son âme. Ils étaient complètement KO par rapport à cette équipe du Dynamo Kiev. Et c'est tout naturellement justement que le Dynamo Kiev remporte cette compétition-là. Et puis Valéry Lobanovsky, qui est vraiment considéré comme le principal artisan de cette victoire-là et le principal artisan du renouveau du football soviétique. Alors justement, il y a d'ailleurs cette finale de l'Euro en 88 que Damas considère que c'est l'URSS qui aurait dû la gagner. C'est vrai que dans cette équipe coachée par Lobanovsky, il y a seulement 2 Russes, Daïsaïev notamment, qui est un très 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 bon gardien. Alors quand l'URSS s'est disloquée, la structure du football russe aussi, les équipes autrefois organisées autour de syndicats et organismes d'État finissent entre les mains d'oligarques et autres monopoles. C'est à toi que je donne la parole, Johan, puisqu'on en avait parlé dans le précédent podcast quand on parlait du CSKA Moscou et du Zénith Saint-Pétersbourg, c'est que maintenant, les clubs appartiennent à Gazprom ou à des oligarques. Exactement. Si je vous cite par exemple Roman Abramovich, qui a eu un lien évident avec le CSKA Moscou, mais aussi le Dynamo. Si je vous prends, non seulement, et ce qui est intéressant, c'est que ça concerne non seulement les clubs russes, mais les clubs aussi ukrainiens. Oui. Notamment le Shakhtar Donetsk, parce que Rinat Armetov, par exemple, qui est un richissime propriétaire de, je sais plus c'est de quelle industrie, mais qui est un homme d'affaires très 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 important en Ukraine, justement, notamment concernant la Donbass, qui est la région où se trouve la ville de Donetsk, a fait du Shakhtar, justement, sa principale propriété. Et aujourd'hui, quel club, on va dire français par exemple,
peut regarder le Shakhtar dans les yeux et dire qu'on a un meilleur palmarès européen que toi, mis à part Marseille ou le PSG. Aucun. Donc vraiment, ces oligarques, justement, se sont appropriés, malheureusement ou heureusement, les clubs russes. Ils ont voulu élever certains clubs de l'ancienne Union soviétique et ils ont voulu l'élever à un certain rang. Et pour beaucoup, il y a une réussite, mais malheureusement, il y a eu des réussites qui a été éphémères et ça a donné justement un gap monstrueux de niveau entre certaines équipes des anciens pays de l'Union soviétique. À date d'enregistrement, le Zénith est entre les mains de Gazprom, le Dynamo Moscou est entre les mains de la Vnektorg Bank, qui est une des plus grosses banques russes, et un milliardaire qui est aussi ASK à Moscou, par exemple. Alors ces derniers, Gilles Christ, ont réussi à maintenir les clubs à flot, mais pas l'équipe nationale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup investi sur les étrangers. Oui, parce que c'est, on va dire, l'ouverture également de la chute du communisme, de l'URSS et en même temps de l'arrêt Bosman. Ce sont autant de coups de boutoir dans ce système qui font que maintenant, voilà, on voit des joueurs, notamment sur les victoires européennes qu'ont eu le CSKA Moscou puis le Shakhtar Donetsk, la main de joueurs étrangers, notamment brésiliens. Donc je pense que vous êtes bien revenu dessus sur l'épisode où on a parlé de ces deux épopées européennes. Voilà, donc le Brésil est devenu on va dire a eu une colonie en Ukraine. Voilà, très clairement. Et après, derrière, même si dans le football russe, il y a quand même des adaptations qui peuvent se faire justement pour pouvoir imposer des quotas, surtout en Ukraine également. Hein. Je sais que Johan, qui joue à Football Manager, a pu constater qu'il fallait mettre un certain nombre de joueurs ukrainiens pour les mettre avec des joueurs étrangers. Je me suis régalé avec le Shakhtar, beaucoup d'argent dans Football Manager. Beaucoup d'argent, effectivement, pour prendre des très bons étrangers, effectivement. Exactement. Donc, mais voilà, donc c'est vrai qu'après, donc, de façon systémique, dans l'ensemble de ces républiques-là et de ces 15 à 16 championnats qui se sont constitués après la chute d'un mur, mais quel grand pays incroyable. Mais on a vu que voilà, il y a eu autre chose qui s'est passé, qui après voilà donc la main de l'oligarchie et des réglementations européennes ont fait que maintenant il y a plus cette identité soviétique qu'on a pu voir peut-être sur la fin des années 80 et qui aurait pu aboutir peut-être sur un meilleur Euro 92 par exemple. Pour faire la transition avec les propos de Gilles, on peut faire la distinction, on peut faire concrètement le comparatif entre le Dynamo Kiev 86 qui est donc on arrive à la fin de l'ère URSS avec cette victoire en 86 en Coupe des Coupes. Concrètement, ce titre-là, la manière avec laquelle jouait le Dynamo Kiev, c'était un ensemble collectif. Shevchenko dira qu'avec Papa Lobanovski, c'est d'abord l'esprit collectif qui doit être mis en évidence. Et ça se voit par la manière de jeu, les utilisations de ballon, le jeu en triangle, le replacement défensif. On retrouve l'aspect même du communisme dans cette équipe du Dynamo Kiev fin années 80, mi-années 80. Maintenant, faites le comparatif avec les victoires du CSKA Moscou 2005 au Portugal face au Sporting Lisbonne, on a l'impression qu'on a affaire à des gens qui sont là par circonstance. N'ayons pas peur de dire les mots. Vanierlov. Carvalho. Carvalho et surtout Dani, Johan. Dani, le Portugais Dani. Mais il est là pour les sous. Mais ce qu'il faut pas oublier, Damas, excuse-moi de t'interrompre, c'est que en 2005, le Dynamo Moscou fait signer un champion d'Europe en club, Manish signe le Dynamo Moscou. Sûr. Ah oui. Derlei signe le Dynamo Moscou. Ah bah tiens. Ils étaient à deux doigts de faire venir Quaresma également. Ah bah ça aurait pas été étonnant vu le profil de ce joueur. Non, j'allais dire qu'on allait parler de ces équipes-là juste après. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui m'a intéressé dans ce que tu disais, Damas, c'est quand tu es revenu sur le Dynamo Kiev. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Dynamo Kiev, nous, on le connaît aussi, notre génération. À la fin des années 90, qu'est-ce qui s'est passé, Johan ? C'est que cette équipe du Dynamo Kiev, entre 97 et 99, est peut-être la vraie et unique, seule, dernière équipe soviétique. Exactement. Moi, ça me fait penser à un épisode qu'on a évoqué sur l'ex-Yougoslavie. Ça me fait penser à l'Étoile Rouge de Belgrade. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce Dynamo Kiev, des deux saisons, 97-98 et 98-99, quand même se révèle, on va dire, entre guillemets à l'Europe du football, on va dire de l'après-arrêt Bosman, dans le sens où cette équipe réalise des prestations que l'on n'attend pas. Je fais ici référence notamment à nos amis catalans qui ont connu Shevchenko ce soir de Ligue des Champions. Très bien. Et sur les deux matchs,
sur les deux matchs, exactement. 0-7. Donc, exactement. De ouf. Oui, donc voilà. Donc il y a nos amis catalans. Mais c'est le début d'un numéro de téléphone, ça me fait rire. C'est vrai en plus. Excusez-moi. Excuse-moi, Yoann. Et moi qui suis un fervent fan d'Arsenal, on l'a connu aussi en 99 avec ce Andrei Shevchenko et Sergei Rebrov. Donc ce Dynamo Kiev justement, ce qui est intéressant et comme je vous ai dit, bon après à contrario de l'Étoile Rouge de Belgrade en 91, le Dynamo Kiev va jusqu'en demi-finale avec des champions qui était déjà une énorme performance. Ils se sont fait sortir justement de justesse par le Bayern Munich de Marek Basler. Mais comme j'ai dit, ce qui est intéressant avec cette équipe-là, c'est que elle représente un petit peu l'Union soviétique, dans le sens où vous avez des stars ukrainiennes, bien sûr, qui appartiennent au Dynamo Kiev. J'évoque ici Shevchenko, Oleg Gruzny qui est à Arsenal, Sergei Rebrov, mais il y a aussi des joueurs d'autres pays soviétiques, comme Kaladze, qui connaîtra le un peu plus tard, comme Bialkevich, qui deviendra un joueur important justement du Dynamo Kiev. Bialkevich qui est biélorusse. Donc, et bien sûr, Gerasimenko aussi, le seul russe justement de cette équipe. Donc, c'est un attaquant, hein, Gerasimenko. Et voilà, on est un petit peu surpris de voir une équipe qui présente autant d'atouts, mais qui représente également l'URSS un peu d'antan. Et je vous laisse imaginer la joie de mon père lors de ce match Lens-Dynamo Kiev, qui est décisif pour une qualification pour le tour suivant, où le Dynamo Kiev, justement, a réglé ça en 2 temps 3 mouvements. Et le pauvre DU qui prend un rouge d'entrée. Ouais. Quel match. Varmus n'en pouvait plus. Il a dit, ça allait trop vite. Mais sur ce match-là, moi, personnellement, c'est là où j'ai vraiment découvert Andrei Shevchenko. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Le mec, il court partout. C'était incroyable. Franchement, c'était vraiment un très beau match. Et c'est à ce moment-là, moi, personnellement, que je découvre le Dynamo Kiev. Et je les découvrirai un peu plus tard, notamment contre le Real Madrid en quart de finale. Mais bon, c'est un souvenir que j'ai pas trop envie d'évoquer. Parce que c'est bien beau de parler d'Arsenal et des Catalans, parce que le Real aussi connaît très bien Andrei Shevchenko, sous les couleurs du Dynamo Kiev. Mais il n'y a pas eu 0,7, mais bon. Non, c'est pas un numéro de téléphone. Merci, Gilles. Toujours en train de créer l'écart avec le Barça, toujours. Tout le temps. Infatigable. Là, pour le coup, on peut pas lui en vouloir. Bah oui. Alors justement, on parle de ce Dynamo Kiev là, c'est un exemple qui n'a pas été reproduit parce que on parlera tout à l'heure en quelques instants du CSKA, du Zénith et aussi du Shakhtar qu'on a vu gagner en 2009, c'est que les clubs d'ex-URSS par la suite n'ont jamais effrayé qui que ce soit, même pas les Français. Ah non, clairement. Alors que les Français ont quand même perdu. Hein. Ah oui, clairement, effectivement, mais là, c'est vrai qu'après, quand on voit dans cette décennie 90, et même voilà, les clubs français quand même sont en avant, hein, même si voilà, donc il y a des parcours, il y a des finales, il y a des coupes d'Europe qui sont gagnées. Voilà, on va dire que le football de l'Est n'est plus aussi craint ou valorisé qu'auparavant. Justement, donc là, il y a eu un changement à ce niveau-là. Et non, c'est vrai que même nous, voilà, club français, craindre ces équipes-là, non, on pouvait faire des déplacements, même si il faut pas oublier que voilà, par exemple, des clubs comme le Shakhtar et le Dynamo Kiev. Je me rappelle du Paris Saint-Germain qui s'est fait ridiculiser en 2009. Par le Dynamo Kiev d'Ismaël Bangoura, tout à fait. C'est une dédicace à nos amis de Passion Saint-Germain. Avec Landreau qui a été ridicule ce jour-là en plus. Mais autant on n'a pas craint ces équipes de l'Est, mais laisse-moi te citer des matchs qui ont fait que. Oui, j'ai cru que c'était juste Andrei Arshavin, ça devrait aller. Oui, ça va. Mais oui, Moscou-Lyon. On commence par Spartak Moscou-Lyon. Il y a eu donc notamment le Dynamo Kiev contre Lens. Il y a eu mais Spartak Moscou-Lyon, Johan, en 2001. Lyon aurait pu passer si Gourou était un peu plus adroit. Si on va passer à cause du Spartak, c'est ça le problème. Mais un but partout, donc c'est-à-dire que même là maintenant, c'est même plus Spartak qu'on a peur pour aller est-ce qu'on va faire match nul, on n'arrive pas à gagner là-bas, c'est avec regret. Après CSKA Moscou-Paris. Ça faut pas oublier. Oui, en 2005, c'est Mac, tout à fait. Zénith Marseille. Faut pas oublier ça. Le doublé ukrainien face à la France. Faut pas oublier ça. Il y a aussi, excusez-moi pour finir, il y a aussi les matchs de l'équipe de France par rapport au qualif de l'Euro 2000. On ne bat pas l'Ukraine, bon on bat la Russie en Russie, mais on perd au Stade de France face à la Russie.
Ouais, On 2-3. passe, et on perd face à la Russie à domicile, mais on fait 2-0-0, c'est ça, hein, contre 2-0 face à L'Ukraine, ouais. l'Ukraine, ouais. face à l'Ukraine, effectivement, avec un Barthez qui a été incroyable face à Shevchenko. Shevchenko, ouais. Clairement. Il faut le dire, il faut le souligner Non, mais il y a pour autre chose. pour cette équipe de France, oui. Non, ce que je voulais souligner aussi, c'est que ce soit la Russie, l'Ukraine ou même la Géorgie, qui sont les trois bases solides du football soviétique, ce sont trois nations qu'on n'a pas spécialement vues dans les tournois internationaux. Non, non. On a vu la Russie en 2008, on en a fait un podcast. Il y a l'Ukraine en 2006, on en a parlé dans l'épisode sur Shevchenko qui nous a tous fait plaisir, mais Damas, c'est insuffisant. C'est clairement insuffisant et en effet, aucune de ces nations ex-républiques URSS ont performé et surtout ont même produit des joueurs de très très haut niveau, hormis les Ukrainiens peut-être avec Shevchenko, Rebrov et consorts, mais ça reste quand même clairement insuffisant. Oui, Et c'est c'est Oleg, insuffisant. et c'est Oleg Blokin qui le dira que la génération qui arrive après nous ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Mais pourquoi elle ne travaille pas? Parce qu'il y a un changement générationnel culturel également. Arrêtez de rigoler, messieurs. Il y a également un changement culturel conséquent. Et ça a commencé avec un certain Gorbatchev. Alors Gorbatchev, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place la perestroïka 1985, c'est-à-dire la libération des activités économiques en URSS. Et qu'est-ce que ça va se prouver? Et après, il y a la glasnost l'année prochaine. Eh ben, il y a des départs de plusieurs joueurs majeurs du RSS en Occident. Ils s'en Ouais. vont, ils sont Il y en a même qui fatigués. vont à Marseille. Mais à Ouais, Marseille, à tout à fait. Nancy, à la Juventus, des joueurs qui n'en peuvent plus. Le modèle soviétique arrive à bout. Et maintenant, lancer un championnat, et quand vous n'avez pas les ressources financières et matérielles nécessaires pour pouvoir concevoir un niveau conséquent, mais ça devient normal que vous soyez cuits. C'est tout à fait normal. Le Dynamo Kiev va conserver un certain niveau parce qu'il y a ce passif qui a réussi à rester, ce passif historique qui a réussi à perdurer dans le temps. Mais soyons clairs, tout était soutenu par l'État. Tout était soutenu par l'État. Donc maintenant, il faut trouver des acteurs privés qui viennent soutenir ce type d'activité qu'est le football. Ah, je suis désolé, les Ukrainiens et autres personnes d'origine du RSS ont d'autres préoccupations que ça, surtout quand on connaît l'état alimentaire de certains pays après le bloc. Hein. On a vu des situations où financièrement c'est très difficile. Donc logique que le foot ne soit pas une priorité. Quand on regarde la victoire du CSKA Moscou en 2005, la victoire du Zénith en 2008 et la victoire du Shakhtar en 2009, ce ne sont pas les victoires de ce que pouvait représenter le soviétisme, puisque c'est Absolument la pas. plupart du Absolument temps, pas. ce sont beaucoup des étrangers, ce sont Ouais. des oligarques qui sont à la tête de ces équipes-là. Et quelque part, oui, effectivement, Johan, ce sont les victoires de clubs, mais c'est pas le victoire de l'esprit du soviétisme. Exactement, c'est la victoire des oligarques qui ont profité justement à ces anciens clubs de l'URSS. Mais par rapport à l'Ukraine, moi j'ai mis un petit j'ai mis un petit bémol par rapport à ce que Damas a dit, c'est que l'Ukraine tout récemment a gagné une Coupe d'Europe des jeunes, ou je crois que c'était un championnat du monde des jeunes, ou en tout cas ils ont fait Enfin. une belle épopée. Ouais. Et j'ai cru comprendre qu'il y a une génération apparemment qui pourrait être très Oui. intéressante parce qu'ils ont Oui, tu décidé as raison. justement de mettre un point d'orgue sur la formation. Mais comme tu l'as dit, Reda, comme tu l'as dit précédemment, il est clair que les clubs, les victoires des clubs de l'ex-bloc soviétique récemment en Coupe d'Europe, c'est vraiment la victoire des oligarques. Concrètement, c'est ça. Après, on a, mais Concrètement, c'est ça. Et puis, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a eu ces oligarques justement ont permis un essor de certains clubs, mais aussi des oligarques, je sais pas si vous vous souvenez, qui ont permis l'effondrement de certains clubs. Rappelez-vous Ah oui. de Lanzi Makashkala. Lanzi Oui. Makashkala, quand ils font signer Eto, Oulian, etc. D'ailleurs, le Donc, salaire d'Eto à ce moment-là était une véritable révolution. Hein. Exactement, le mec il peut nourrir tout un pays avec son salaire. Mm. Il y a Bah aussi le Terek Grozny qui a failli être repris par la famille Kadyrov. Voilà, ils ont mis Ruud Gullit en tant que coach, etc. Mais ça a même pas tenu 2 mois. Donc vraiment, il y a eu pas mal de dérives en fait par rapport à ce système-là. Donc c'est un système qui peut être intéressant, mais à court terme seulement. Et malheureusement, si dans le football tu optes pour une politique à court terme, ça peut avoir des conséquences qui pourraient être désastreuses. Je voulais juste rebondir tout à l'heure sur, par exemple, ce qu'on pouvait attendre des futurs jeunes ukrainiens. C'est que c'est un état d'esprit qu'on a déjà eu. Rappelle-toi de Konoplyanka et de Yarmolenko qu'on C'est vrai, imaginait tout à fait, aller très loin. Et ça me fait penser justement à la dernière question sur laquelle je voudrais qu'on s'intéresse maintenant. C'est justement ces légendes du football soviétique qui, en fait, n'ont jamais été remplacées. J'écris tout d'abord, quand on parle de légendes de l'URSS, il y a d'abord Laviachine qui nous vient à l'esprit. Oui, Laviachine, hein, on va dire le seul gardien Ballon d'Or, qui a un mythe, une légende autour de lui. Justement, on a entendu
tout et surtout, j'ai envie de dire n'importe quoi sur lui. Après, voilà, donc oui, qu'il a arrêté les ballons à une main, qu'il a arrêté plus de 250 pénaltys dans sa carrière. 150. Ouais, voilà. Le premier à dégager la balle des points. De la balle du point, effectivement. Alors que bon, c'est vrai que l'année avant qu'il prenne son ballon d'or, il fait une Coupe du Monde 62 au Chili où il prend des corners rentrants. Mais bon, après, ça voilà, on n'est pas là pour égratigner les champions, mais ça fait partie de, voilà, de ces légendes-là. Mais bon, il fait partie de cet imaginaire-là où voilà, c'est même le gardien en noir, c'est lui en fait d'une certaine manière. Donc du coup, il y a tout un mythe autour de lui et il fait partie de ces légendes qui incontestablement, grâce au Dynamo Moscou, a accompagné justement donc voilà donc ces équipes du RSS, notamment sur les titres olympiques et les performances en Coupe du Monde qu'on a pu citer tout à l'heure. Toujours dans cette idée de propagande, avec la Viachine, il y avait ce côté aussi le gardien de la nation. Et ça jouait aussi beaucoup dans l'esprit des gens. Yoann, on peut pas aussi ne pas mentionner les ballons d'or Blokin et Belanov. Bien sûr, Blokin et Belanov qui sont des véritables porte-étendards justement du football soviétique. Pour information, comme on a parlé de mon père tout à l'heure, Blokin, c'est son joueur préféré de tous les temps. Et voilà, ça a vraiment été quelqu'un de très très important pour le football non seulement soviétique mais aussi ukrainien, parce que c'est lui qui emmène l'Ukraine pour la première Coupe du Monde en 2006. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour le football soviétique et ukrainien, et c'est tout naturellement qu'on a raison aujourd'hui de leur rendre hommage. Il y a Dassaev aussi qui me vient à l'esprit. T'as d'autres joueurs d'Amaz en tête soviétiques? Oui, Rinat Dassaev. Il y a aussi Zavarov, bien entendu, hein, qui était années 86 avec le Dynamo Kiev et également avec l'URSS au Mondial 86, dont on ne comprend toujours pas l'élimination en huitième de finale face aux Belges, qui était vraiment un accident clairement de parcours après le 6-0 qu'ils ont mis contre la Hongrie. Il y avait une relation technique évidente et que tout le monde était impressionné par rapport à ça. Je m'en souviens très très bien. Moi, mes parents, ils ont toujours été l'URSS parce qu'on a des amis de la famille qui vont là-bas, donc forcément ils sont tous impressionnés. Alors par rapport à d'autres noms, bon, vous avez dit Belanov et surtout un certain Valentin Ivanov aussi. Valentin Ivanov, qui était donc attaquant redoutable sous la Viachine. C'était concrètement les leaders, avec aussi Neto au milieu de terrain, qui lui, je crois même, était même le capitaine en plus, au travers d'une très belle épopée, très très belle génération russe, notamment lors des mondiaux, des années 60, où ils seront en quart de finale 3 fois, je crois, et ils feront une demi-finale en 66, c'est ça, en Angleterre, tout à fait. En Angleterre, une demi-finale. Donc, oui, par rapport contre les Allemands. Contre les Allemands, en effet. Donc, c'est un soviétique, l'arbitre de la finale. Bah voilà. Ça faut vraiment faire le coup. Franchement, les Anglais, ce mondial 66, ils ne gagneront plus de compétition internationale. Moi, je vous le dis. Tu les as maudits. Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, l'histoire, notamment par rapport c'est le juge de touche qui arbitre, et voilà, donc celui qui a les cheveux poivre et sel, qui donne le but et qui est sûr de son coup sur le but de Geoff Hurst. Donc c'est pour ça que Damas a un peu une rancœur contre le peuple anglais. mais vraiment. Et encore, il y a un autre nom qui me vient en esprit, c'est Alenikov aussi, qui a joué, je crois même à la Juve, je crois qu'il était. Non, Zazarov et Alenikov. Alenikov a joué à la Juve de Reda. C'est aussi à mentionner, qui a été un joueur très intéressant au poste de milieu de terrain aussi. Oleg Protasov aussi. Quel nom de famille. Oh là là. Protasov, c'est un grand joueur du Dnipropetrovsk. Alors, il fait partie de l'équipe qui a donné du mal à Bordeaux en Coupe des clubs champions. Années 80, non? Exactement. C'est terminé au tir au but. C'est ça, exactement. Toujours pour rester dans les noms de famille, ça va vous faire rire. L'arbitre dont je parle pour la finale de 66, son nom de famille c'est Baramov, mais son prénom c'est Toufik. Voilà. C'était un Azéri en fait. C'était un Azéri. Il venait d'Azerbaïdjan. Exactement. Voilà, aussi les républiques du RSS également. Ouais, exactement. Après, par la suite, Gilles Christ, on pouvait parler pour les héritiers. On a des Arshavin, on a des Mostovoy, mais en vrai, à part Shevchenko, il y a vraiment personne. Ouais, c'est compliqué, oui, parce que, excusez-moi pour cette attaque gratuite, mais c'est pas avec Yarmolenko qu'on va bouffer. Donc, ça, c'est vrai. Disons-nous les choses. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont autour, qui sont là, qui ont aussi un petit peu brillé aussi en Europe occidentale, les Voronin, qui se sont battus en Allemagne, puis aussi à Liverpool, entre autres. Mais voilà, donc c'est Timochouk, effectivement, qui a roulé sa bosse en Ukraine d'abord, avant d'aller aussi en Allemagne au Bayern pour
aussi empilé quelques trophées et qui a été très Oui. important. Donc c'est vrai Il y a que quelqu'un, un grand qui t'a cru, forcément. Artem Milevski, Qui, Panenka. après la Penenka, bien évidemment, beaucoup de talent, mais bon, voilà. Au-delà de ça, C'est pas quoi. aller loin. On va- C'est pas aller loin. C'est pas aller loin. Tout comme Dimitri Sichev, voilà. Sichev, Oh, Mkhitaryan. Ah, Mkhitaryan, Ah oui, ouais. Mkhitaryan, Mkhitaryan. effectivement. il a la malchance d'être arménien, ce monsieur. Arveladze aussi. Ouais, Chota, Artem- ouais. Adverladze, ouais. Non, il y a de sacrés noms quand même. Pobrignac, tous ces mecs-là, là. Ah oui, Et- mais bon, Bremniak qui, notamment sur l'épopée de Russie 2008, malheureusement se blesse juste avant l'Euro, Avant, ouais. alors que moi, je suis désolé, il a un Plavlyuchenko dans chaque orteil. Je savais. Ouais. Ouais, ben oui. Mais il a pas marqué autant que Pavlyuchenko, hein, si on peut se permettre. Mais justement, c'est un concours de circonstances. Non, je te parle même des saisons précédentes sur Pavlyuchenko a fini oui. plusieurs fois meilleur buteur, ce qui n'est pas le cas de Pogrebniak. Bremniak. Mais moi, je voyais le talent de Progragna quand même qui pouvait tirer des coups francs à plus de 30 mètres. Impressionnant. Non, mais même techniquement, balle au pied, ce qu'il faisait dans des situations où d'autres ne peuvent pas s'en sortir. Moi, j'ai vu Pobrignac, balle au pied, pour sa taille et son physique, franchement, très, très Encore des intéressant. joueurs que la France n'a pas pu. Alors attirer. qu'elle aurait dû, il y avait tout. 8 millions Mais- d'euros, c'est bon, c'est fait. Oh. Kaka Kaladze aussi, hein, qu'il faut jamais oublier. Ouais, jamais. Même Kaladze. s'il y a cette idée un peu de Smertin joueur aussi. de rotation, mais très bon joueur. Très, très, très bon joueur. Oui, Vraiment. cité par Johan, hein, à Kiev et Ouais, aussi ouais. au Milan, hein, bien évidemment. Smertin aussi. Voilà, du coup, on l'aura fait, hein, ce podcast sur les ruines de l'URSS. J'espère que vous avez pris du plaisir, messieurs, à revenir sur ce football qui n'existe plus, mais qui a beaucoup d'importance, ne serait-ce que dans l'imaginaire de chacun d'entre nous, ne serait-ce que par les rapports qu'on a eus avec nos propres parents, qui, eux, étaient effrayés par l'URSS et par, par ce drapeau rouge. Mais en tout cas, voilà, nous, c'était important aussi hein, de vous faire ce podcast pour revenir un peu dans ce que pouvait être une identité dans un football et que parfois ces identités se perdent au fil des années, au fil de la politique. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.